Ça fait 7 ans que j'attends la Call of Duty et ça y est, c'est enfin sorti. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis sur le serveur test, on est le 18 avril. Je ne publierai la vidéo que à la sortie du chapitre, donc le 3 juin si je ne dis pas de bêtises. Bref, je suis impatient. J'y suis allé dès le lancement, mais ça a été un lancement catastrophique sur le serveur de test. Il y a eu tout un problème que je ne vais pas détailler ici. Les curieux qui veulent savoir ce qui s'est passé pourront aller voir sur les forums, qui ont été bien agités en tout cas. Mais passons. Les problèmes sont réglés, mon compte est rétabli. C'est parti pour la découverte de la Call of Duty. Et contrairement à ce que j'aurais pensé depuis toutes ces années où je me suis dit il faut que je fasse une vidéo découverte avant de rentrer en Call of Duty, je ne vais pas emprunter la porte est de la Côte d'Or. Je préfère emprunter d'abord la porte nord de la Côte d'Or, sachant qu'il est possible d'y accéder depuis Arencia, la plus ancienne porte pas connue, puisque ça fait partie du jeu de base. La Côte d'Or est parue bien plus tard. Je ne sais pas si on peut y accéder depuis Redlorn, et si c'est possible depuis Redlorn, je ne sais pas. J'ai l'impression que ce coin-là a été modifié, mais parce que je ne vois pas la maison qui est en plein milieu. Alors est-ce que c'est cette route-là? Bah, il y a tant de choses à découvrir. Et déjà, première chose que je remarque, ils ont changé le modèle de porte. Allez, c'est parti. Wild occidental. Le Wild occidental est mon foyer. Je la protégerai au péril de ma vie. De Such. Ah, Such. À l'ouest, au mur de rouille à l'est. Bonne nouvelle, il y a Such. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi je fais référence, Such est une colonie, enfin une ville impériale qui a été supprimée du développement final du jeu TES4. Bon, Such ne ressemble pas à ce qui devait ressembler dans TES4, mais ça fait plaisir quand même qu'on ait déjà cette ville-là. Et donc la map, ok. Ok, alors vu comme ça a l'air un peu vide. On va bien découvrir tout ça de toute manière. Donc Skingrad. Et comme dans les trailers du coup, Skingrad aura bien évolué puisque Solitude était trop similaire à la version de Skyrim. Des joueurs avaient râlé par rapport à ça. Comment ça, en 1000 ans, la ville n'a pas assez évolué? Les Yaoin, ils avaient un petit peu amélioré le truc. Bah tiens, je vais plutôt vous montrer les villes telles qu'elles sont. Voilà, Solitude, hein. Très similaire à Skyrim, donc en 1000 ans, très peu d'évolution. Il y a quelques bâtiments, voilà, comme celui de la guilde des mages qui aura disparu entre temps, celui de la guilde des guerriers aussi, la zone où il y a l'oratoire de transit. Bon, même si un oratoire ne sert pas au transit leur parlant, mais cette zone aussi qui a été retirée. Il y a la tour du loup qui aurait été détruite. Bref, c'est les seules nouveautés apportées par Online. Outre l'aspect visuel où la ville avait l'air d'être encore dans son moment de gloire, alors que dans Skyrim je trouve que la ville est un peu assombrie. Les Yaoin, qui est resté relativement similaire, même si bien mieux que dans TES4 où on a vraiment l'impression que la ville a été faite pour être faite tout simplement. C'est la pire ville du jeu. Là dans Online, ils en ont fait une très belle ville. La structure dans l'ensemble est similaire, c'est juste l'aménagement intérieur des bâtiments, tout ça qui est assez différente. Et finalement, on a Skingrad qui est complètement... alors, on retrouve le château au sud. Le quartier de la Chapelle, qui 747 ans avant Oblivion a l'air d'être beaucoup plus étendu vers l'ouest. Et le quartier de la ville haute, qui est comme dans les trailers, donc un vignoble. Enfin, plusieurs vignobles. Alors que j'analyse un peu tout ça. Alors je sais pas si je vais aller à Skingrad dans cette vidéo, parce qu'il paraît qu'il y a un gros bug au niveau du château. Qui fait planter le PTS. Bon, c'est normal, hein, le PTS est là pour remonter tous les bugs. Et on en est à la toute première, au tout début du PTS du lancement de la Call of Duty. Donc finalement ici c'est pas une rivière et c'est bel et bien la route d'or que l'on connaît. De TES4 Oblivion qui passe entre les deux quartiers et sous le pont le pont est du coup.
qui connecte le quartier de la ville haute au château de Skingrad. Et visiblement, dans cette version-là de Skingrad, il y a une route ici aussi, et il est possible de se rendre au château, j'imagine bien, depuis le quartier de la Chapelle au sud. Ah, sympa, sympa. Est-ce que cette ville est efficace au niveau des ateliers et craft? On le verra plus tard. Oh là là. Ah, je suis pressé. Hein. Et j'imagine que ça, c'est Such. C'est obligé. C'est de toute manière là qu'il est situé, la ville. Donc, well. Allons-y. Je vais pas faire les quêtes. De toute manière, les personnages ne sont pas doublés encore. En tout cas pour la version française. Ah ouais, non, ça c'est une ville, c'est Such. C'est obligé. Oula. La lumière s'excite. Oh, c'était tellement évident. Quelle tristesse. Pourquoi je ne suis pas surpris? Il fallait bien qu'il y ait une ville qui soit attaquée, envahie. C'est quoi? C'est arc venin de terreur. Effrayeur de terreur. Ouais, mais c'est quoi? C'est des vampires? Alors, j'ai pas les touches que j'ai habituellement. Ah oui, non, j'ai pas d'épée. C'est juste pour voir vraiment qu'est-ce que c'est. Ouais, non, c'est des vampires, clairement. Ok, des vampires à Such. Bon, du coup, je vais pas trop prendre le temps de visiter, si. Est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont ouverts? Parce que j'ai vu des portes verrouillées. Verrouillées. Très belle porte. Oh là là, c'est... Je ferai une autre vidéo à part où je vais visiter la seule grande maison disponible en couronne ou en pièces d'or à condition d'avoir terminé un certain succès avec ce chapitre-là. Pour regarder un peu plus en détail les mobiliers. Dans TES4, le mobilier impérial, en particulier ceux à Skingrad, je sais pas si c'est les mêmes ailleurs, sont pas terribles. Mais là, je trouve, alors, c'est pas de mon goût, on va pas se mentir, je sais pas vous, mais au moins, elles sont un peu plus décorées que dans TES4. Où c'était vraiment des morceaux de bois bruts, quoi. Oh putain, mais elle est belle cette ville, hein. Elle n'a pas de mur. Elle n'a pas de mur, mais... Oh, il y a une banque. Elle marche, la banque? Non, ça m'étonnerait quand même. Avec un peu de chance, peut-être que la ville sera débarrassée de ces vampires si on fait la quête. Enfin, j'espère, mais ça m'étonnerait quand même, parce que ça voudrait dire que la ville est instanciée, et vu qu'il n'y a pas de rempart, j'y crois pas vraiment. Le dépôt de Such. L'occasion de découvrir un intérieur. Oh là 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 là, le mobilier. Ça fait très Napoléon. Ça fait très Napoléon, ça fait très Premier Empire français. Alors je sais pas si c'est un griffon. Les pieds en griffe. Ouais, ça fait très Napoléon. Là où les Yaouin, ça faisait très romain. Oh là là. Alors, clairement, je me dis que si ça c'est les mobiliers coloviens de base, je vais pas trop m'attarder en housing avec ce... C'est trop luxueux à mes yeux. C'est beaucoup trop luxueux. Est-ce qu'on a... Ah, difficile d'intérêt. Histoire abrégée de Skingrad. Le joyau de l'ancienne Colovie est l'une des plus vieilles agglomérations du Wild occidental, puisqu'on retrouve des traces de l'habitation elfique dès l'âge mérétique. Métique, c'est la même chose. La ville s'étend sur plusieurs saillies rocheuses reliées par des ponts et offre dans un point de vue très facile à défendre. C'est étendu et contracté plusieurs fois au cours de sa longue histoire. Quoi qu'il en soit, la ville est toujours restée au centre de création culinaire et culturelle. Son climat tempéré et son sol fertile la rendent idéale pour les raisins et les tomates. Et ses fromages sont réputés sur tout le continent. Bien évidemment. Tiens, je prends ça en screen. Skingrad fut sans l'ombre d'un doute fondé par des Éléides. Ah, intéressant. Même si nous l'avons trouvé pour l'heure nous n'avons trouvé pour l'heure aucun écrit le confirmant. Les excavations menées pour ériger de nouvelles structures découvrent souvent des fondations, des passages souterrains et des sols de mosaïques cachés à la lumière. Le tout au style des hauts elfes. Les humains étaient également présents, comme le prouvent les habitants
et sculptures plus modestes étaient probablement très des Ned. Alors, je précise, outre le fait que j'écorche beaucoup la lecture, il est possible qu'il y ait des fautes de français aussi. Là pour le moment je pense pas en avoir croisé. Il est possible qu'il y ait des fautes de français puisque bon, c'est encore en cours de modification. Le fort Astrel par exemple, il a été écorché, c'est Astreld, je sais pas pourquoi. C'est comme Istyrus qui pendant très longtemps était Istarus. Je parle de l'avant-poste, pas le... Je sais même pas si Istyrus sera dans la région, normalement oui, j'espère, mais... Après la révolte alessienne des Ned et la lente diaspora des elfes, Skingrad passa aux mains de monarques humains. C'était alors l'un des nombreux petits royaumes vassaux de la Tour d'Or Blanc, gérés de manière indépendante, avec les villes de Cœur-Enclume, qui n'est pas censé exister d'ailleurs à cette époque, Corol et Cavatch, elles formaient le noyau des domaines coloviens. Oh, j'aurais préféré le terme les États coloviens quand même. Hein. Les États coloviens, ça en jette un max. Et puis c'était comme ça la traduction de toute manière. Même si c'est mieux que les propriétés coloviennes. Qui put résister à l'influence croissante de l'ordre alessien. Les tensions culminèrent lorsque la famille royale de Skingrad fut presque entièrement décimée par une épidémie. Ah, je pense que ça c'est la famille Larich. Ah bah voilà, Dorald. Le membre survivant le plus haut placé, le membre survivant le plus haut... D'accord. Ça je sais pas si c'est logique. Dorald de Larich, lui-même prêtre alessien, céda le royaume au Premier Empire, à l'époque dirigé par l'empereur Gorius. Et c'était le roi de Skingrad, c'était Morus, je crois. Je sais plus comment il s'appelait. Un autre prince survivant, Rislav Larich de Cavatch, leva une force pour capturer la ville, puis renversa et tua le roi Dorald. Alors oui, Rislav, prince de Skingrad, mais devenu comte de Cavatch après le mariage avec la fille du roi de Cavatch, justement. Puisqu'à l'époque, Cavatch et Skingrad étaient en guerre, et que ce mariage a calmé la situation. Il leva une force pour capturer la ville, puis renversa et tua le roi Dorald. L'empereur Gorius, qui a été orthographié encore différemment, envoya une armée à Skingrad, qui fut détruite par les forces de Rislav grâce au soutien de son beau-père, le roi Justinius de Cavatch. Voilà. La défaite des invincibles forces impériales encouragea d'autres cités-états à la rébellion, et la Colovie et d'autres parties occidentales de l'Empire éclatèrent en royaumes mineurs, parfois alliés et parfois rivaux. Skingrad conserva son statut d'état indépendant pendant plusieurs siècles, avant d'être absorbé par l'Empire Rayman, tandis que les humains de Tamriel s'unissaient pour repousser la première invasion acaviroise, donc les Tsaesi. Pendant l'époque des Rayman, Skingrad se rapprocha de Cyrodiil, le quatrième empereur Rayman, alors c'est pas Brazalus, c'est Brazolus d'Or. Il possédait une résidence secondaire où il occupa le plus clair de son règne en festivités et autres débauches pendant que son potentat gérait l'Empire. Ouais, grosso merdo, c'était des orgies. Cette époque fit de la ville un haut lieu de culture, avec le soutien des vignobles implantés tout autour. L'empereur d'Or serait mort sur sa propriété après une nuit particulièrement dissolue. Skingrad s'allia au duc Varen Aquilarios dans sa tentative de renverser le dernier empereur des Longères, Léovic. Une fois Varen monté sur le trône, Skingrad rejoignit l'Empire. Oh, ça, c'est intéressant ça. Skingrad rejoignit l'Empire en tant que vassal du trône de Rubis. Ah, intéressant. Donc ça veut dire que l'invasion du Nord d'Elsewhere, alors je parle pas du coup d'état de Souffle-Givre 576 de Raxiatarn et de ses mercenaires nibonnais, mais je parle bien de la période où il y avait... il y a toute une quête autour de ça dans la marche de la Camarde. En 565, t'as la peste Knahaten qui ravage tout le nord d'Elsewhere, même si ça touche jusqu'à Haute-Roche. Ça décime tout le continent. Et t'as une armée colovienne qui vient en profiter pour saisir les villes de Fort-Rivière et d'Orcrête. Et visiblement, à en croire ce texte, alors je sais pas si ces troupes-là venaient spécifiquement de Skingrad encore une fois, mais Skingrad ne faisait pas partie de l'Empire, donc ce n'était pas la Légion impériale, c'était l'armée colovienne. Bon, à voir, à voir. Je pense pas qu'on ait de documentation à ce sujet, ni même à la tentative d'invasion de 580, mais... À notre époque, Skingrad fait officiellement partie de l'Empire, mais refuse de se rallier à une alliance de la guerre des trois étendards. C'est logique, hein, après tout, pourquoi? Je comprends pas. S'il est allié à l'Empire, pourquoi est-ce qu'il s'allierait avec le domaine, l'Alliance ou le Pacte? Ça n'a aucun sens. La Colovie protège agressivement sa neutralité, ça c'est bien, et conserve plusieurs cohortes de la Légion impériale pour se protéger. Ça, c'est top. Et concrètement, ça signifie qu'on a enfin un hub impérial avec la Légion impériale.
tout simplement. Ce qui n'était pas le cas de la Côte d'Or, ni même du Bois Noir. Quant à Cyrodiil, contexte compliqué. Voilà. Contexte compliqué, l'Empire est déchiré, fracturé entre les pro-Molagbal et ceux qui tentent de protéger le peu qu'il reste du trône de Rubis. Sachant que d'ailleurs, dans ce jeu, maintenant je comprends une chose, c'est que la répartition des régions n'est pas hasardeuse dans le sens où l'Empire, à proprement parler, c'est la zone PVP, Cyrodiil. Le Weald occidental, c'est encore autre chose, c'est allié à l'Empire, mais ce n'est pas l'Empire. Le Bois Noir a fait sécession de toute manière, et la Côte d'Or est complètement isolée. Voilà. Aussi simplement que ça. Impérial pour se protéger. Cette neutralité agressive n'a pas empêché le comte actuel, Calantius. Ah, Calantius, je l'attendais. De lancer ses forces dans un assaut funeste contre la marche de la Camarde. Et ça, c'est la quête de la marche de la Camarde, où on te fait croire que la Légion sont les méchants au début, mais en vérité, même s'ils sont venus pour annexer un territoire, malheureusement, ils ont été victimes d'un complot parmi les commandants de la Légion qui s'était associé à Javatarn et sa secte adoratrice de Molagbal. Néanmoins, ces actions n'ont pas diminué l'esprit indépendant et cultivé des habitants de Skingrad, qui demeure le joyau du Weald occidental. Ok. Bon, des fois, ça mérite une lecture un peu... Attends, on a quoi ici? Saga de la rébellion de Varenne. Oh! Attends, est-ce qu'on peut en savoir plus? Putain, ce livre, cette vidéo, ça va être un épisode de lecture, quoi. Varenne est victorieux par Capiton Casca, poète de la régente Cliviatarn. Varenne Aquelarios, héros colovien, empereur de Cyrodiil, assis sur le trône de Rubis, s'est grissé de son sort. Après la débâcle de Fort Cendre... Ah, ça c'est bien qu'ils en parlent. Après la débâcle de Fort Cendre, et renforcée par d'autres légions rebelles, donc la Légion de Coroll, d'après un livre de Abner Tarn, les forces de Varenne capturent Bruma au nord. Ok, donc ils ont capturé la ville. Ça c'est bon à savoir, parce que je pensais que Bruma était allié. Enfin, qu'ils se sont rejoints d'eux-mêmes à la révolte de Varenne. Révolte colovienne, rébellion de Varenne, appelez ça comme vous voulez. Et de là, étant de leur rébellion, aux quatre coins de l'Empire, les rebelles furent vaillants contre la crevasse et les dédraps, contre les traîtres et les embusqués, jusqu'au mur de la cité impériale. Alors, sachant qu'il me semble... alors, il y a plusieurs versions qui ne concordent pas forcément, dans le sens où là, j'ai l'impression qu'il y avait quand même des niches de résistance un peu partout, alors que dans d'autres documents, on te dit que Leovic était vraiment isolé, quoi. Son autorité ne dépassait même pas le lac Rumar qui entoure la cité impériale. Contre les traîtres et les embusqués, ils abattirent ces murs, luttèrent pied à pied, maison par maison, jusqu'au palais impérial. Et là, Varenne tua Leovic au pied du trône de Rubis, plantant son épée dans le sein du dragon, laissant le sang des longères couvrir le marbre. Puis Varenne prit le trône de Rubis, acclamé par ses légions, il brisa le pouvoir des princes des draps, et le peuple de Cyrodiil s'en réjouit. Mais Varenne Aquilarios était en peine, car il occupait le trône. Il n'était pas du sang des dragons, comme ses prédécesseurs. Enfin, prédécesseurs... jusqu'à Rayman, quoi. Rayman 3. « Suis-je un faux roi ?» demanda-t-il. « Ai-je mérité ce puissant trône? Je l'ai pris par la force et non le droit. Suis-je digne de ma tâche ?» Abner Tarn apparut. Devenu chancelier du trône de Rubis, enfin, devenu chancelier depuis très longtemps, hein, quand même. Père de Clivia, sage politicien, pour prononcer ces mots à son empereur roi. Il est vrai que vous n'êtes pas enfant de dragon, mais je sais comment y remédier. Je connais un sorcier, un certain Manimarco. Il connaît un secret que vous devez apprendre. Hein, intéressant, intéressant. Donc ce n'est pas Manimarco qui était conseiller à cette époque-là. Enfin, je ne sais pas s'il est devenu conseiller sous Varenne ou s'il était déjà conseiller avant. Intéressant, intéressant. Il est une relique, l'amulette des rois, pleine de pouvoir et de sagesse. Elle rallumera les feux de dragon qui protègent notre monde et fera de vous le légitime monarque de ces terres. Varenne Aquilarios, roi de Cyrodiil, bien aimé de son peuple, quitta le trône de Rubis et rassembla ses loyaux compagnons pour une dernière quête. Donc le capitaine de la garde du dragon, Saïsaan, l'Iris Titan, qui était une légionnaire, si je dis pas de bêtises, et qui a été formé à Skingrad, je pense, hein, par déduction. Mais je pense pas que ce soit ça. Ok, ok. Par Sonolia Vatia, scribe de la cour de l'empereur Brazolus d'Or. Malgré la chute de l'Empire et les...
Malgré la chute de l'Empire éléide et l'avènement des Alésiens, tous les monarques éléides voués aux Dédras ne disparurent pas aussitôt. Certains dirigeants éléides, compatissant au sort des anciens esclaves humains, jurèrent fidélité à Alésia et à ses rebelles, tandis que d'autres déposèrent les armes à la chute de la tour d'or blanc. Au fil du temps, les royaumes qui avaient survécu régressèrent peu à peu et des monarques humains, vouant un culte aux Aïdras, s'étendirent. Pendant environ 1000 ans, les deux cultures survécurent dans le Nouvel Empire. Mais avec l'ascendance de l'ordre alessien, la persécution des adorateurs des Dédras s'intensifia. La dernière de ces cités-États vassales éléides, Nenalata, je confonds avec Sinalana, finit par se voir adresser un ultimatum, l'évacuation ou l'éradication. Son monarque, le roi Dinar Laloriaran, c'est celui qu'on voit dans l'histoire principale du jeu de base, dirigea l'évacuation de sa ville. Ceux qui restèrent furent massacrés par l'ordre. Dinar prit la fuite avec 2 des symboles de son rang, sa couronne et son sceptre. Son emblème fut confié à des vassaux loyaux mais disparut pendant l'exode. Le roi Dinar se réfugia à Autroche auprès du clan d'Irénie des Hauts-Elfes. Il fonda la ville de Biznensel mais en fut bientôt chassé, et de là fuit vers l'île de Balfira où il devint conseiller militaire des Diréni. Il participa à la bataille des Landes de Glenombrী qui écrasa la puissance de l'ordre alessien. Le roi Dinar serait ensuite rentré en Cyrodiil mais disparu des documents historiques. Vraisemblablement dans la cité creuse qui était d'Élodil à l'époque. Son emblème, sa couronne et son sceptre disparaissent également dans le temps. Les tours et forts des Éléides ne sont plus que des ruines envahies par la végétation, et leurs habitants sont éparpillés. C'est là une mise en garde pour tous les empires. Rien n'est éternel, et le temps est le vainqueur ultime. Ok. Je cherche des livres. Je veux du lore. Bon, ça je m'en fous. Oh, ce tapis, il me le faut. Oh. Ça c'est des nouveaux modèles de fûts. Ouais. Salle des coffres du dépôt de Such. Et du coup, il n'y a pas de bannière à Such. Oh, c'est dommage. J'avais pas vu ce tableau. Oh, il me faut ce tableau. C'est dommage, le cadre il est un peu trop luxueux, ceci dit. Ils auraient pu faire un cadre en bois. Oh. Bon. Allez, continuons l'exploration. Je visite rapidement. Je vais terminer cet épisode sur Such. Je pense pas que je vais m'arrêter à tous les lieux d'intérêt quand même. Autrement, on n'est pas sorti. C'est beau. Hein. Oh là là, c'est beau. Et c'est la météo qui est pourrie ou c'est vraiment l'ambiance à Such? Oh, c'était l'ambiance à Such. Oh, la déception. Oh, mais c'est beau. Hein. Attends, c'est la météo qui est pourrie là? Je sais pas. Bon, bref. J'avais dit que j'arrêtais Such sur cet épisode. Je vais enchaîner. Oh, qu'est-ce que c'est que ça?